Aujourd'hui, sur Crossline News, nous enquêtons avec des faits et des témoignages concrets sur la façon dont la surimmigration et le système défaillant des visas étudiants ont bouleversé le Canada. Ce qui, au départ, devait être une stratégie pour stimuler la population et combler la pénurie de main-d'œuvre, s'est retourné contre le pays. Les conséquences, des villes saturées, un système de santé débordé, une crise du logement et une perte de confiance dans les institutions publiques. À travers des expériences vécues et des données vérifiées, nous révélons comment des décisions politiques à court terme, soutenues pendant des années par le gouvernement libéral, ont transformé le rêve canadien en véritable impasse. Ici, Crossline News. Voici notre enquête sur les effets réels de la surimmigration au Canada. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement libéral du Canada a choisi l'éducation internationale comme outil de croissance démographique. L'idée semblait logique, attirer de jeunes étudiants étrangers, les former ici, puis leur permettre de contribuer à l'économie canadienne. Mais la réalité fut bien différente. En 2023, le Canada accueillait plus d'1 million d'étudiants étrangers, soit une hausse de plus de 200% en moins de 10 ans. La majorité venait d'Inde, de Chine, des Philippines, du Pakistan et de plusieurs pays africains. Les agences d'immigration à l'étranger vantaient une promesse simple: étudier, travailler et obtenir la résidence permanente. Or, le système n'était pas prêt à gérer un tel afflux, et de nombreux collèges privés ont vu le jour, souvent sans réelle supervision ni qualité académique. Alors que le gouvernement vendait le rêve de la réussite, des milliers de personnes sont venues, non pas pour étudier, mais pour s'installer définitivement. L'absence de contrôle strict a ouvert la porte à toutes sortes d'abus. Lorsque les autorités ont autorisé les permis de travail ouverts pour les conjoints d'étudiants étrangers, la situation s'est aggravée. En Inde et au Pakistan, les mariages de contrat sont devenus un véritable commerce. Une personne possédait le niveau d'anglais et les documents requis. L'autre fournissait l'argent. Les deux obtenaient alors leur visa pour le Canada. Peu après, les visas visiteurs ont été étendus aux parents et conjoints d'étudiants internationaux. Des familles entières, souvent issues des zones rurales, du Pendjab, de l'Haryana, du Gujarat, du Rajasthan, ainsi que des Philippines et du Pakistan, ont afflué sous prétexte de rendre visite à leurs enfants. Mais beaucoup sont restés indéfiniment. Lorsque l'accès à la résidence permanente est devenu plus difficile, une autre porte s'est ouverte: la demande d'asile. Des parents d'étudiants étrangers, et même des étudiants dont les permis étaient expirés, ont commencé à se déclarer réfugiés. Pourquoi? Parce que ce statut offre des avantages immédiats: un permis de travail temporaire, des soins médicaux gratuits, et surtout aucune expulsion tant que la décision n'est pas rendue, parfois après plusieurs années. Beaucoup utilisent cette voie pour prolonger leur séjour légalement. Le résultat, des milliers de personnes restent 6 à 7 ans au Canada, utilisent les services publics, travaillent, mais sans réelle stabilité. Cette pression alourdit considérablement le système de santé, les services sociaux et le logement. Parallèlement, une économie parallèle s'est développée. Beaucoup de personnes, en situation irrégulière, travaillent au noir, sans payer d'impôts. Certains employeurs profitent de cette main-d'œuvre bon marché, parfois rémunérée à 5 $ de l'heure. Pourquoi embaucher un Canadien à salaire plein lorsqu'un travailleur désespéré accepte la moitié? Cette économie de l'ombre affaiblit le marché du travail, prive l'État de revenus fiscaux et crée une concurrence déloyale pour les citoyens. Des villes comme Surrey, Brampton, Abbotsford ou Montréal sont devenus les foyers de cette crise. Beaucoup de propriétaires, souvent d'anciens immigrants eux-mêmes,
ont transformé leur sous-sol en logements surpeuplés. Un logement de 2 000 $ par mois est divisé en plusieurs chambres. Jusqu'à 20 personnes s'y entassent, chacune payant 400 à 600 $. Les propriétaires ont profité de cette manne, acheté d'autres maisons et bâti des fortunes sur le dos des étudiants étrangers. Mais lorsque le gouvernement canadien a commencé à réduire le nombre de visas étudiants, les arrivées ont chuté, les loyers ont baissé, les prêts hypothécaires se sont alourdis et le marché immobilier s'est fragilisé. Aujourd'hui, les pancartes à vendre se multiplient dans les rues. Un signe clair que la bulle du logement se dégonfle. La croissance démographique rapide a aussi accentué l'inflation. Les prix des aliments, du carburant et des loyers explosent. Les salaires, eux, stagnent. Les hôpitaux et les cliniques débordent. Les écoles manquent de place. Les services sociaux sont saturés. Le Canada, jadis symbole de qualité de vie, peine désormais à répondre aux besoins de sa propre population. Avec la crise économique, certaines formes de criminalité ont augmenté. Fraude bancaire, vol de véhicules, faux permis, escroquerie sur Internet. La police, débordée et sous-financée, semble impuissante à enrayer le phénomène. Attention, il ne s'agit pas d'accuser tous les nouveaux arrivants, mais ces dérives montrent comment un système trop permissif peut être exploité par des réseaux criminels. Le cas canadien envoie un message clair à l'ensemble du monde occidental. Selon l'OCDE, plus de 60% des étudiants étrangers au Canada restent dans le pays après leurs études. Autrement dit, la majorité ne rentre pas chez elle. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et la France devraient y réfléchir sérieusement. Ouvrir massivement ces frontières sans contrôle, c'est souvent transformer une immigration temporaire en immigration permanente. Un autre aspect, souvent oublié, les envois de fonds vers les pays d'origine. Ces transferts représentent des milliards de dollars qui quittent chaque année l'économie canadienne. L'Inde a reçu environ 118 milliards de dollars américains en 2023-2024, dont près de 4 à 5 milliards venant du Canada. Le Pakistan reçoit chaque année plusieurs centaines de millions de dollars depuis le Canada. Les Philippines ont reçu environ 38 milliards de dollars en 2024. Le Canada figurant parmi les 10 premiers pays émetteurs. Cet argent soutient les familles à l'étranger, mais il réduit la circulation économique au sein du Canada même. Même la fameuse efficacité canadienne semble s'effriter. Des villes comme Montréal sont en travaux constants depuis des décennies. Les mêmes routes, les mêmes chantiers, sans fin. De nombreux citoyens y voient le signe d'un gaspillage ou d'une corruption institutionnelle. Pendant ce temps, les services essentiels, police, santé, éducation, fonctionnent à la limite de leur capacité. Le pays autrefois admiré pour sa rigueur et sa transparence glisse lentement vers le désordre. Le Canada a longtemps été un symbole d'espoir, un pays où tout semblait possible. Mais aujourd'hui, ce rêve s'affaiblit. La surimmigration, les failles administratives et l'absence de planification ont ébranlé le modèle canadien. La classe moyenne, pilier du pays, se sent abandonnée. Les coûts explosent, les emplois se raréfient et les services publics s'effondrent. Beaucoup se demandent désormais pour qui le Canada travaille-t-il vraiment? Pour restaurer la confiance, plusieurs mesures s'imposent. Contrôler strictement les collèges privés et les agences de recrutement. Limiter les permis d'études en fonction de la capacité réelle des provinces, logement, santé, éducation. Accélérer le traitement des demandes d'asile et des appels. Renforcer les contrôles du travail afin d'éliminer le travail au noir. Rendre transparents les effets économiques réels des transferts d'argent et de la migration. Cette enquête ne cherche pas à pointer du doigt les nouveaux arrivants. Elle vise à comprendre comment une série de politiques mal planifiées
a fragilisé un système autrefois exemplaire. Le Canada peut redevenir un modèle de réussite et d'équilibre, à condition de reprendre le contrôle de son immigration, de protéger ses citoyens et de garantir que la migration serve l'intérêt du pays tout entier. Ici, Crossline News. Enquête sur la véritable réalité de la surimmigration au Canada.